Bienvenue au webinaire Le flux de l'impact collectif, programme commun, présenté par la Fondation Trillium de l'Ontario, volet subvention avec Ethel Côté, de Mécènes Incorporé et associé du Centre canadien pour le renouveau communautaire. Et maintenant, Ethel, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Marc, puis bonjour tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'animer ces webinaires-là sur les initiatives d'impact collectif pour différentes façons. Personnellement, je crois fondamentalement que parfois, pour répondre à des grands besoins de notre société, il faut agir autrement, il faut travailler autrement, il faut s'associer souvent avec des gens qu'on n'a peut-être pas eu l'habitude de travailler avec, mais si on veut vraiment provoquer des changements dans notre société, des changements systémiques dans notre société, bien encore là, c'est vraiment intéressant de s'initier à des façons de faire. Puis, ce webinaire-ci est dans la continuité. On a fait déjà, il y a eu plusieurs qui sont déjà en ligne. Vous avez participé à la journée d'introduction et de formation de base sur l'impact collectif. En webinaire maintenant, enregistré et diapositive disponible, il y a introduction à l'impact collectif. Donc, ce webinaire-là a eu lieu et tout est en ligne. On en a fait un il y a quelques jours, le 7 juillet, sur les 5 phases de l'impact collectif, où encore là, se familiariser davantage à comment vraiment, c'est quoi, puis comment vraiment développer des initiatives d'impact collectif, tout en sachant qu'il y a des étapes, qu'il y a des phases, qu'il y a des conditions. Aujourd'hui, on va parler d'une condition essentielle, une des 5 conditions essentielles, qui est la stratégie commune, le programme commun, le plan de match commun qu'on se donne pour vraiment réaliser nos initiatives, développer, mettre en œuvre, réaliser nos initiatives d'impact pour avoir des changements systémiques en fonction d'un grand besoin et de grands enjeux de notre société. On vous invite aussi à vous inscrire pour les 2 prochains, qui sont les mesures communes, puis comment évaluer les avancées vers les résultats qu'on a escomptés, qu'on avait planifiés, puis aussi parler de comment on s'organiserait, c'est quoi la structure de soutien qui est la plus porteuse pour réaliser des initiatives d'impact collectif dans notre collectivité. Et encore là, c'est marqué la structure de soutien, mais il y a plusieurs modèles parce qu'il n'y a pas 2 réalités pareilles. Donc, l'objectif pour le webinaire d'aujourd'hui, on veut se rappeler certains éléments de l'introduction, donc les conditions de base, les 5 conditions d'impact collectif, mais on va se concentrer sur le programme commun. On va découvrir aussi comment les phases peuvent avoir un impact sur l'impact collectif. Puis cette fois-ci, parce que ça nous a aussi été demandé au dernier webinaire, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets d'initiatives d'impact collectif puis de démarches d'impact collectif dans une collectivité. Donc on en a. On n'en a pas beaucoup pour l'Ontario, donc on s'est permis de raconter des expériences d'ailleurs. Encore là, ça peut nous aider à s'inspirer. Et comme on le disait, vu que c'est un nouveau programme à la Fondation Trillium, il y en a déjà des organismes qui ont demandé pour la phase 1, phase 2, pas phase 1, phase 2, mais pour développer des initiatives, mobiliser des acteurs sur le terrain. Donc, la Fondation Trillium est en train, avec Tamarac, de raconter, de documenter ces expériences-là. Dans un an, j'imagine, on aura beaucoup d'expériences un peu partout en Ontario, d'initiatives d'impact sur lesquelles on pourra s'inspirer. Mais rien ne nous empêche de s'inspirer d'autres exemples. Et moi, je ne vois pas vos questions sur le chat, mais Marc Marc pourra toujours m'arrêter à la période de questions pour les soulever, ou Marc, tu peux aussi me les écrire dans la boîte de chat pour les organisateurs, ça je pourrais voir. À la fin du webinaire, on va donner la parole ici à quelqu'un de la Fondation Trillium, Nawulo, qui est responsable de ce programme-là de financement au niveau des initiatives d'impact collectif. Donc, ça va être très bien parce qu'encore là, vous pourriez avoir des questions directement à la Fondation Trillium ou sur le sujet de la journée. Il y a une chose qui est claire, c'est tellement, c'est pas nouveau de penser qu'on ne veut pas juste avoir des tonnes de projets et avoir des résultats. On veut vraiment avoir un impact dans la société. Beaucoup d'agents d'agentes de développement, de personnes impliquées dans les organisations communautaires, puis surtout plusieurs d'entre vous en ligne, surtout si vous êtes là, on veut vraiment que notre travail porte fruit, puis ça ne laisse pas juste des petits résultats à court terme, mais des résultats à plus long terme, ce qu'on appelle l'impact collectif.
Et il y a une définition qui a été conçue par les deux chercheurs qui ont documenté plusieurs pratiques d'initiatives d'impact du Stanford Social Innovation Review. Et c'est important de la rappeler, cette définition-là, parce qu'à un moment donné, quand on veut parler, quand un chat, on veut dire qu'un chat est un chat, à un moment donné, il faut se référer à certaines choses. Et ça, c'est la définition aussi qui est adoptée par Tamarack, la Fondation Trillium. Donc, qu'est-ce que c'est l'impact collectif? C'est l'engagement d'un groupe d'acteurs et d'actrices importants, issus de secteurs différents, donc c'est une approche multisectorielle, envers un programme commun que nous allons partager aujourd'hui, mais pour résoudre un problème social spécifique et en utilisant une forme structurée de collaboration. Chacun des mots que j'ai mis en caractère gras est vraiment un élément essentiel quand on veut développer, mettre en œuvre et gérer une initiative d'impact collectif. Il faut, autant qu'on se rappelle la définition, puis le réflexe des gens, c'est souvent de dire, ben oui, mais nous, déjà, dans notre communauté, on collabore avec des organisations, on fait des projets communs. Il faut aussi peut-être se rappeler ce que ce n'est pas l'impact collectif. C'est pas la collaboration comme on fait d'habitude avec 2-3 partenaires du même secteur d'activité. C'est pas une approche monosectorielle, comme je disais, un secteur d'activité comme le milieu des arts ou le milieu économique ou le milieu. Quand on parle d'un grand enjeu de société, c'est que ça touche plusieurs secteurs d'activité, puis ça touche, ça l'implique différentes façons de collaborer. Il y a une chose aussi qui c'est pas l'impact collectif, c'est quand on est partenaire puis qu'on se colle pour travailler ensemble pour réaliser un projet conjoint, bien souvent chaque partenaire, oui, a ses forces et tout ça, mais essaie de faire un collage dans ses propres projets, puis faire des liens entre les projets et les programmes individuels. Puis souvent, chaque projet répond à un problème, oui, mais à une solution unique. Exemple, si on dit qu'on a des besoins de services pour les enfants dans un quartier, on va penser à une activité pour répondre à ce besoin-là dans ce quartier-là. Mais c'est quoi le grand enjeu du quartier? Est-ce que c'est un quartier qui est démuni? Est-ce que c'est un quartier qui est pauvre? Est-ce qu'il y a de la sécurité qu'il faudrait réfléchir au niveau de ces enfants-là? Donc, c'est vraiment pas l'impact collectif. Une série de programmes individuels ou de projets individuels, puis que chaque projet réponde à des solutions, on revient toujours avec la réalité d'un grand enjeu de société. Et ce n'est pas non plus dans une logique de résultat à court terme. C'est une demande de subvention, on a de l'argent, notre projet dure 6 mois, puis après 6 mois, on fait quelque chose. C'est pas comme ça qu'on va avoir des changements de système dans notre communauté. Donc, l'impact collectif, ce n'est pas comme une collaboration comme d'habitude, une approche unisectorielle ou monosectorielle, une variété de programmes qui répondent à une variété de solutions, puis une vision à court terme, avec des résultats à court terme. Si certaines d'entre vous avaient participé à des sessions d'introduction ou les webinaires, on vous avait parlé qu'il faut 3 conditions préalables et 5 conditions essentielles pour réaliser les initiatives d'impact. C'est pas un livre de recettes de proposer ces éléments-là, mais c'est plus que ça. Ils ont regardé les chercheurs que je vous parlais tout à l'heure dans diverses communautés. Pourquoi des fois il se passait réellement des changements majeurs, des changements fondamentaux dans certaines communautés. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que de façon commune, il y avait des conditions préalables pour mettre la table à avoir des initiatives d'impact collectif dans les communautés. Entre autres, l'urgence de l'enjeu. La problématique qu'on va tous se mobiliser pour travailler. Est-ce qu'on a toute la même lecture de cet enjeu-là? Est-ce qu'on a tous et toutes la même désir d'agir ensemble pour répondre à cette urgence de faire quelque chose pour surmonter cet enjeu ou ce défi-là? L'idée aussi d'impliquer des personnes qui sont influentes dans la communauté, qui partagent la même vision que nous au niveau de l'enjeu et de la problématique, mais que par leur influence dans la communauté, qui peuvent nous aider à mobiliser plein d'autres mondes au-delà de nos secteurs respectifs, plein d'autres mondes qui auraient le goût de travailler à répondre à cet enjeu-là ou à cette problématique-là commune sur lesquelles on a le goût de travailler. Et une autre condition préalable à l'impact collectif, c'est d'avoir des ressources. Des ressources adéquates pour démarrer des conversations dans notre communauté, pour démarrer, pour mettre la base de ce qu'il nous faut pour dire qui devrait être à la table. On invite des gens, on crée des conversations et on commence à travailler
sur les 5 conditions essentielles de l'impact collectif. Et on s'est rendu compte que les initiatives d'impact collectif qui avaient vraiment eu, qui avaient atteint l'impact qu'ils voulaient avoir, puis qui avaient provoqué des changements systémiques, bien, ces éléments-là étaient là. La seule chose, c'est que quand ils ont commencé à découvrir ces conditions préalables-là, bien, c'est un peu plus tard hein, dans la démarche, donc c'est pas encore très documenté, mais sachant que c'est des conditions préalables essentielles parce qu'on a pu voir que, ah, tiens, telle communauté avait ces conditions-là, puis les initiatives d'impact ont eu encore plus d'impact, mais là, on commence davantage à les documenter. C'est ça qui est intéressant avec Trillium, qui marche, qui accompagne les communautés, les organisations qui vont s'associer pour réaliser des initiatives d'impact collectif en investissant certaines ressources dans les conditions préalables. Bien, ça va nous permettre aussi autant la Fondation que nous-mêmes qui s'impliquent à documenter davantage, puis on aura sans doute des expériences. Là, cette diapositive-là, on l'a encore bonifiée. Il y en a plusieurs d'entre vous, comme je disais, vous étiez à la session d'une journée. On vous avait présenté les 5 conditions de l'impact collectif. Oui, Marc? Ça va-tu? Oui, c'était pas moi. C'était pas moi. Ah, d'accord. Donc, on avait présenté une diapo qui présentait les 5 conditions de l'impact collectif, puis il y en a même une diapo, si vous retournez dans les présentations antérieures, qui sont en lien avec les conditions et les phases et tout ça. Celle-ci, on a décidé de on l'a traduit, on peut encore un petit peu améliorer, mais au moins pour avoir les éléments clés. Les 5 conditions, bon, la première, c'est le programme commun. Donc, il faut vraiment que tous les participants et toutes les participantes qui vont s'investir dans la création, dans le développement, dans la gestion, la mise en œuvre d'initiatives d'impact collectif partagent la même vision du changement qu'ils veulent provoquer dans leur communauté. C'est sûr qu'il faut avoir aussi la même lecture de l'enjeu, du problème, la même analyse, puis il va falloir qu'on s'entende sur une approche commune pour résoudre ce problème-là, cet enjeu-là. Et il y a quelqu'un qui faisait un geste, je sais que dans un webinaire, on ne peut pas montrer nos mains ou notre visage, mais il y a quelqu'un qui mettait 2 mains l'une par-dessus l'autre. Elle dit ça, c'est de la façon qu'on collabore présentement. On est proches les uns des autres. Puis si on joint nos doigts, pliez vos doigts comme si vos 2 mains, là, on avait plié nos doigts les uns sur les autres. La collaboration via l'impact collectif, c'est vraiment, vraiment interrelié. C'est vraiment des mains qui sont soudées ensemble. On peut avoir plusieurs voix dans le cadre d'un programme commun parce qu'il peut y avoir plusieurs acteurs et actrices dans la communauté qui vont être impliqués, mais on va s'entendre sur une vision commune puis sur comment on va travailler ensemble pour résoudre ce problème-là. C'est sûr que chaque entité qui va être impliquée va être sensible les uns envers les autres parce qu'on a des cultures différentes dans nos diverses organisations ou entités dans la communauté. Puis pour aller chercher le meilleur de nos diverses organisations, il faut être vraiment avoir une sensibilité les uns envers les autres, mais aussi une sensibilité par rapport à l'enjeu, le grand problème sur lequel on va travailler ensemble. Puis il faut aussi avoir un genre de rêve collectif. Notre vision du changement, c'est notre rêve, notre aspiration communautaire de provoquer le changement dans notre société. L'autre condition de l'impact collectif, c'est le système d'évaluation commun. Encore là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons, quand on réalise des projets, des programmes dans nos communautés, puis nos organismes sont financés pour un projet, on est obligé d'évaluer, mais souvent on évalue pour documenter un projet en cours de projet. À la fin du projet, on produit un beau rapport, on remet ça au bailleur de fonds, mais on ne s'est pas vraiment servi des données qu'on a récoltées. Le système d'évaluation est vraiment une condition essentielle de l'impact collectif parce que tout le long de la démarche, même quand on est en train d'élaborer ensemble une initiative d'impact collectif, qu'on va s'entendre sur l'enjeu commun, on va commencer déjà à documenter et se donner un système d'évaluation commun pour évaluer vraiment notre trajectoire qu'on fait ensemble de façon régulière, excusez-moi, de manière régulière, les résultats que tous les participants vont avoir tout le long de la trajectoire qu'ils vont cheminer. Mais ça va aussi permettre de documenter les efforts de tous les participants, que ces efforts-là restent synchronisés pour viser l'impact encore là souhaité, et documenter aussi l'évolution des responsabilités mutuelles dans le cadre de cette démarche-là. Les données qu'on récolte doivent alimenter notre travail ensemble, notre nouvelle collaboration pour viser une initiative d'impact collectif. Donc, c'est pour ça qu'on parle, on va explorer ensemble, on va vraiment aligner notre façon de faire ensemble, on va suivre ensemble le progrès, puis
tout le long de la documentation pendant les initiatives d'impact collectif, parce qu'on dit que c'est souvent de 3, 5 ans et même plus, donc avec ce qu'on va découvrir, on va modifier même notre plan de match, notre programme commun, peut-être même les rôles respectifs. Donc, c'est vraiment une alimentation de données qui nourrit notre travail de collaboration. Et non pas, on fait des évaluations pour dire à notre bailleur de fonds, voici ce qu'on a fait, qu'il y avait 50 personnes dans la salle, puis on a fait 8 ateliers, tout ça. C'est vraiment un système d'évaluation qui donne une nouvelle pulsion dans notre travail collectif. Une autre condition, c'est que les activités doivent se soutenir mutuellement. Chaque participant, quand on s'entend sur la vision commune, l'enjeu commun, le plan de match qu'on se donne, qui est notre programme commun, puis qu'on a mis en place le système d'évaluation commun, bien, chaque entité, chaque participant va avoir des choses à faire pour réaliser ce programme commun-là. Il faut toujours s'assurer qu'il y a un alignement, qu'il y a un maillage dans les projets. On veut que chaque action soit axée sur le système qu'on veut changer. Il faut aussi, dans les activités se soutenant mutuellement, qu'on clarifie comment on va s'appuyer mutuellement, qu'on va se soutenir mutuellement pour réaliser ces initiatives d'impact collectif. Comme vous savez, comme moi, si on tourne dans des histoires de partenariat entre organismes, bien souvent les histoires sont assez d'horreur parce que les gens disent, bien, on s'est entendu sur qui faisait quoi, on arrive à une étape, la personne ou l'entité ne l'a pas fait, ça a un impact sur le travail du prochain organisme, puis sur le projet global. Mais ça, c'est quand on travaille en partenariat, ça peut être des partenariats super réussis, mais des fois, encore là, il peut y avoir des tensions parce que chaque activité n'est pas nécessairement bien alignée, bien maillée pour, encore là, réaliser la vision commune, puis réaliser le programme commun qu'on a fait. La communication permanente, tout le long, c'est une autre condition essentielle, tout le long du processus, de la trajectoire que les participants entreprennent pour définir le programme commun, mettre en œuvre le système d'évaluation et tout ça, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut que la communication soit régulière et ouverte. Souvent, on se dit, on va produire un bulletin une fois par 2 mois, on va faire une réunion une fois par 3 mois ou une fois par mois. C'est plus que ça. La communication elle doit être vraiment régulière et ouverte entre tous les acteurs, toutes les actrices impliquées dans le développement, la gestion, la mise en œuvre des initiatives d'impact collectif. Puis c'est continu. On ne sait pas de façon saccadée dans le temps. Et c'est vraiment porté par l'engagement et l'implication de toutes les parties prenantes. Et la structure de soutien, encore là, vous allez voir dans les initiatives que je vais vous donner comme exemple, elle diffère d'une initiative à l'autre, mais pour que tout cet effort-là de collaboration nouvelle se passe et que toutes ces conditions soient en place, il faut vraiment qu'il y ait une structure de soutien. Est-ce que ce sera un organisme qui va le porter, qui va jouer un rôle de coordination ou est-ce que ce sera un collectif? Est-ce qu'il y a même des organisations qui se sont créées une entité à part pour nous aider à créer et gérer les initiatives d'impact collectif où chaque organisme peut faire ce qu'il est supposé de faire dans la dynamique, puis dans le programme commun, mais ils se sont donné un outil pour soutenir ces efforts-là concertés. Et encore là, il n'y a pas une règle parce que dans chaque contexte, dans chaque situation, la structure de soutien peut prendre différentes formes. Puis, on a eu même des modèles ou des exemples que même dans un programme, exemple d'une démarche de 3 ou 5 ans, la structure de soutien a même changé à travers le temps. Donc, ça demande beaucoup de flexibilité et ça se peut très bien qu'on avait besoin d'une certaine structure de soutien la première année ou la deuxième année. Puis après ça, on arrive à une autre étape de développement de notre initiative d'impact collectif et le genre de leadership peut aussi changer. Si on focus sur le programme commun, bon oui, le programme commun, encore là, dans notre langage communautaire, il y en a qui appelleraient ça le plan d'action collectif ou il y en a d'autres qui vont appeler ça le plan de développement global. Mais encore là, c'est différent. Quand on fait référence au programme commun, c'est un peu pourquoi on l'a bâti autrement, c'est que c'est pas un collage de nos plans d'action. C'est pas de dire que dans chacun des secteurs de l'activité, voici quel organisme est impliqué, puis que chaque organisme qui le fait pour, exemple, améliorer la vitalité de telle communauté ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment de ensemble, les acteurs et les actrices qui s'impliquent dans le développement d'une initiative d'impact collectif, puis dans une trajectoire d'impact collectif, mais ils vont développer ensemble le programme commun. C'est pas un collage des plans
de chacun des organismes ou de chacun des entités participantes, mais c'est vraiment ensemble, on définit le programme commun. Ensemble, on définit l'enjeu ou les enjeux abordés. Ensemble, on va s'engager à reconnaître que l'approche est axée sur l'impact collectif, parce qu'on a peut-être réalisé plein de petits projets à côté, puis on se dit, oui, on a réalisé des belles choses dans la communauté, mais on veut aller plus loin. On veut provoquer des changements systémiques, et là, toutes les entités qui s'impliquent ensemble s'entendent que c'est l'impact collectif dans lequel ils croient, et que cette initiative-là va vraiment reconnaître qu'ils vont collaborer autrement, puis que l'approche va être différente. Ils vont aussi définir dans le programme commun les objectifs de changement clairs qu'ils veulent provoquer par rapport à l'enjeu ou au problème. Puis il faut que ces objectifs-là soient clairs, mais il faut aussi partager. Ce n'est pas une question de dire voici notre liste d'objectifs, est-ce que toutes les entités impliquées y adhèrent, y croient, et est-ce qu'on se les partage en voulant dire, en plus d'y adhérer, on va tout faire pour réaliser ce programme-là commun. Puis il y a des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va collaborer autrement, qu'on va travailler ensemble autrement, on peut les appeler aussi des principes directeurs. Puis ces principes-là vont vraiment guider notre travail collectif. Plusieurs communautés ou groupes de gens, puis on l'a même entendu dans les sessions d'une journée, c'est qu'on dit, mais comment on définit l'enjeu sur lequel on veut travailler ensemble ou qu'on veut mobiliser des gens pour travailler avec nous. Puis, il faut créer des espaces pour se parler. Ça, c'est un exemple de Foundation for Healthy Community, la Fondation pour les communautés en santé, où est-ce qu'ils se sont entendus sur une vision commune, où est-ce qu'ils veulent avoir des gens en santé, ils veulent avoir une économie dynamique, ils veulent avoir un développement environnemental durable, ils veulent avoir un développement culturel vibrant, dynamique, et on veut avoir aussi des citoyennes engagées. Ça a été un peu leur concept, leur vision de la chose. Puis, bien entendu, en créant des espaces de conversation, ils ont aussi alimenté ça par une enquête, un sondage auprès des citoyens pour vraiment dire si on veut bâtir une communauté à santé, qu'est-ce qu'on aura de besoin. Donc, c'est sûr que pour définir notre enjeu sur lequel on va mobiliser, puis qu'on va travailler ensemble, puis qu'on va collaborer ensemble, puis de donner un programme commun pour répondre à cet enjeu-là, mais même peut-être provoquer des changements dans notre communauté, il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui ont déjà une bonne connaissance des enjeux, invitent une variété de gens autour de la table, tout en disant qu'on va garder les portes ouvertes, puis qu'à cette réunion-là, on va peut-être se poser la question qui manque autour de la table pour vraiment traiter de cet enjeu-là. Puis le groupe continue à s'agrandir jusqu'à temps qu'on sent qu'on a toutes les parties prenantes, tous les acteurs, toutes les actrices qu'il nous faut pour vraiment provoquer l'impact souhaité. Mais comme je le disais, dans cette initiative-ci, on fait une enquête, un sondage en ligne dans la communauté. Puis on confirmé, mais on veut que la ville, il y ait une belle ambiance dans la ville, on veut protéger notre région, on veut vraiment protéger nos racines rurales, on veut alimenter, pour nous, une communauté en santé, c'est aussi de travailler sur la sécurité de notre communauté. On ne veut pas juste travailler sur le côté social, on veut avoir une économie locale forte. On veut aussi, si on parle d'économie, on veut lutter contre la pauvreté, les gens qui sont marginalisés dans notre communauté. Si on veut avoir une communauté en santé, il faut aussi lutter contre la pauvreté et améliorer la vie des gens qui vivent dans la pauvreté. Et on dit, si on veut avoir une communauté en santé, il faut aussi que les services sanitaires, les services sociaux soient bien gérés. Et vu qu'on a une âme, on a une culture, on a une langue, là c'est en anglais dans cette communauté-ci, mais les arts et la culture étaient identifiés aussi comme un élément clé pour bâtir une communauté en santé et l'implication dans la communauté. Donc, vous voyez l'axe de l'engagement citoyen. Donc, le sondage a permis de nommer certaines choses, mais encore là, c'est pour adresser l'idée d'avoir une fondation, une communauté en santé. Et on dit, chez nous, il faut travailler sur tous ces aspects-là. Donc, vous pouvez juste voir chacune des lignes. Ça peut être 2 ou 3 ou 4 organisations dans la communauté, ça peut impliquer la municipalité, ça peut impliquer les agents de développement économique, ça implique les intervenants sociaux, ça implique les artistes au niveau local. Donc, si on voulait battre une communauté en santé, chez eux, Headwaters Communities, ils ont bâti leur dialogue ou leur conversation au niveau des enjeux pour vraiment arriver à dire, c'est tout ce monde-là, dans le fond, tout le monde qui travaille sur ces éléments-là devrait être invité autour de la table pour vraiment explorer si on est d'accord sur l'analyse et la lecture de l'enjeu, puis est-ce qu'on peut développer un programme commun ensemble. Donc, là encore, là,
si on n'est pas rendu là pour bien clarifier notre enjeu, il faut peut-être se poser des questions à l'interne de notre organisation. Ça, c'est des questions qu'on vous propose pour, encore là, avoir une discussion. Ça peut être une discussion au sein de votre propre organisme au début. Puis après ça, avoir ces mêmes questions-là avec les organismes que vous allez amener à une table commune pour définir l'enjeu, puis vraiment valider que vous avez le goût de collaborer autrement. Donc, est-ce qu'on vise vraiment à avoir un impact sur un indicateur pan-communautaire, donc dans l'ensemble de notre communauté? Est-ce qu'on croit qu'un investissement à long terme est nécessaire pour réussir? Puis un investissement nécessaire à long terme, quand on dit investissement, le monde pense à du cash, il dit qu'il faut du cash longtemps. Non, non, on parle d'investissement aussi des parties prenantes, des organismes qui vont s'impliquer, des personnes qui vont s'impliquer, l'engagement des entités pour porter les initiatives d'impact collectif. Si on dit non, 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 on veut régler ce problème-là dans 6 mois, peut-être que l'approche d'impact collectif, c'est pas pour nous. Moi, je sais qu'il y a bien des organismes, des fois, qui me disent « Ah, on a un déficit de 40 000 $. On a 3 mois, là, il faut trouver ce 40 000 $-là. » On n'est pas dans une logique d'impact collectif, on est dans une logique de résoudre un problème à court terme et c'est pas pour nous, cette approche-là. Est-ce qu'on estime qu'une implication intersectorielle est essentielle pour obtenir un changement à l'intérieur de l'ensemble de notre communauté? Si on croit que, bon, même si c'est un enjeu, exemple, le revenu des artistes franco-ontariens, puis qu'on pense que c'est seulement les artistes qui peuvent travailler ensemble pour répondre à cet enjeu-là, ben c'est pas pour nous l'impact collectif. Si on dit, ah ben non, les artistes, on va augmenter leurs revenus, on va améliorer leurs conditions de vie, ben, ça touche toutes les firmes de communication, ça touche tous les organismes communautaires, même hors de la culture et des arts, ça touche les intervenants économiques, ça touche un paquet de monde qui pourrait dire on peut travailler ensemble sur un enjeu et non pas seulement un secteur. Est-ce que nous nous engageons à utiliser des données mesurables pour établir notre programme commun puis nous améliorer avec le temps? Puis là, la question, c'est l'autre condition que j'ai présentée tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont dire non, regarde, on peut prévoir un petit 1000, 2000 $, on va faire une évaluation du projet, c'est un projet. Si on pense encore comme ça, on n'est encore pas en lien avec une approche d'impact collectif. Dans les approches d'impact collectif, c'est qu'on va croire que si on se donne une mécanique pour colliger, pour récolter des données qui nous aident à mesurer l'avancée de notre travail ensemble, puis de mesurer où est-ce qu'on en est rendu avec notre programme commun, puis que si jamais on se dit « Hey, wow, on est en train de se tromper, on améliore notre programme commun, on le modifie un peu pour vraiment atteindre l'impact que l'on souhaite. » Si on croit à ça, bien l'approche à impact collectif est pour nous. Tenons-nous à avoir des membres de la communauté comme partenaires et catalyseurs de l'impact. Puis encore là, il y en a qui travaillent dans leur petit... beaucoup de monde nommait qu'il y avait encore trop de silos dans nos communautés, on travaille beaucoup de façon cloisonnée. On voit qu'il y a de plus en plus de partenariats et de collaboration, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais encore là, c'est une question qu'on vous propose de vous poser au sein de votre groupe et d'explorer ce que vous entendez par ces mots-là, là, partenaires et tout ça. Les valeurs et les principes, encore là, ça peut faire partie d'une conversation que vous pourriez avoir au sein du premier groupe initiateur, mais après ça, valider ces valeurs, ces principes-là avec toutes les entités qui vont s'amener à la même table pour travailler ensemble. Les valeurs des principes, c'est pas encore là une liste de mots-clés qu'on affiche. Ben, je pense que Luc, puis Andréane, vous êtes en ligne, j'ai entendu les noms tout à l'heure, mais si on a fait partie d'organismes, puis si on fait partie de planning stratégique, puis si on sait que ces mots-là veulent dire plein de choses, mais ça peut être juste des beaux mots sur des belles feuilles de papier, mais ça peut être des mots qu'on rend vivants dans notre pratique, dans notre façon de faire. Et dans l'impact collectif, c'est des valeurs, des principes intrinsèques à une approche d'impact collectif, puis ça définit vraiment comment on va travailler ensemble. La transparence, c'est pas de partager toute la documentation seulement, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire prendre nos décisions, puis les rendre visibles, les rendre accessibles au public. Et on ne sait jamais, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont se pointer, qui vont dire « Hey, ce que vous êtes en train de faire, moi j'ai le goût de m'impliquer là-dedans » ou un autre organisme va vous approcher aussi. Donc la transparence, la responsabilité par rapport aux prises de décision qu'on fait, l'équité et l'inclusion. Tous les intérêts nécessaires sont-ils autour de la table? Est-ce qu'il faudrait toujours en impliquer d'autres? Donc, est-ce qu'on demeure inclusif d'en impliquer d'autres tout au long de la démarche? Qui a le goût de contribuer à la solution? Est-ce que ce monde-là, ils sont tous présents autour de la table ou est-ce
on devrait en inclure d'autres. Donc, l'équité et l'inclusion, ben, c'est pas au début du projet seulement, c'est tout au long du projet avec la flexibilité d'inclure des gens à n'importe quelle étape de développement ou phase de développement de notre initiative d'impact collectif. Viser l'efficacité et l'effectivité, l'efficience. Ben, les solutions, on va les tester, on va les mettre en œuvre, on va s'assurer que c'est pas juste du blabla, on va s'assurer vraiment que ça fait avancer les choses. Et si on n'a pas ce souci-là d'efficience, d'effectivité et efficacité, ben souvent les gens vont dire, ben voyons, ce monde-là, il se rend compte qu'il y a beaucoup de blabla, ça n'amène pas nulle part, ils font juste la même chose que tout le monde faisait. Mais si on a un souci que ce qu'on planifie comme solution, on les teste, on les met en œuvre, et ça fonctionne vraiment, puis qu'on peut continuer dans notre approche de notre programme commun d'initiative d'impact collectif, ben, les gens vont dire, hey, ils sont tous efficaces, ce monde-là, ça marche. On voit déjà, on n'est peut-être pas rendu à toute l'atteinte des résultats qu'on avait visés à long terme, mais on voit qu'il y a des choses qui se placent, on voit qu'il y a des habitudes qui changent, on voit que la théorie de changement qu'on a confirmée au tout début prend forme, puis il y a des morceaux de casse-tête qui se placent aux bonnes places. Est-ce qu'on est dans notre valeur de principe, c'est la réactivité par rapport aux inquiétudes et préoccupations du public sont vraiment abordées. Tu sais, des fois, on se dit, ah, les gens soulèvent des problématiques, des préoccupations, des inquiétudes. On va traiter ça plus tard. Ben, peut-être être plus proactif et réactif, réagir quand c'est soulevé, de ne pas laisser ça en suspens parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut provoquer ou ce que ça peut bloquer dans notre initiative, dans notre démarche et notre approche d'initiative d'impact collectif. La neutralité du forum. Il ne faut pas que le forum soit biaisé par un intérêt d'un organisme ou par un intérêt d'un individu ou d'un de nos champions. Des fois, on le sait, on a des bénévoles qui viennent s'impliquer avec le cœur sur la main, puis c'est jamais leur intérêt personnel qu'on met à l'avant, mais il y en a d'autres qu'on le sait, là, ils ont un agenda. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a un agenda, mais là, c'est la neutralité du forum. Il n'y en a pas d'agenda. Le seul agenda qu'on a, il est collectif et c'est le programme commun. Puis toutes les décisions sont fondées sur le consensus. Puis là, encore là, il y a bien du monde qui me dit, hey, le consensus, c'est lent. C'est pas vrai. On peut se donner des modes de travail. Si on n'est pas capable de s'entendre par consensus, c'est parce qu'il y a peut-être encore bien des discussions qu'on devrait avoir entre les groupes. Et quand on a vraiment répondu à toutes les questions, on peut vérifier, est-ce que maintenant, par rapport à cette prise de décision-là, est-ce que les gens sont d'accord qu'on continue à aller de l'avant? Puis être un consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être en d'accord tout le temps, mais tout le monde doit dire oui, je suis d'accord ou je suis capable de vivre avec. Puis on va plus loin. Donc, ce n'est pas la règle de la majorité, là, 50% plus 1, oups, 49% ne veulent pas, on continue quand même. On n'est pas dans cette logique-là. On croit réellement que si il y a 49% des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui ont un questionnement, ben c'est peut-être les autres qui ont raison. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir les bonnes conversations puis de répondre à des questions. Marc, ça va bien dans le temps et tout ça, le rythme, c'est correct le son aussi? Oui, tout va bien. Si tu peux essayer de parler un peu plus hautement, peut-être juste un peu plus clair, ça aiderait. OK. C'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux. Bon, il fallait me le dire. Encore là, quand on parle d'un programme commun, c'est sûr qu'un programme commun, il doit avoir des objectifs. Les objectifs doivent être clairs et partagés en vue du changement que l'on souhaite en fonction de l'enjeu, de la problématique sur laquelle on a le goût de s'associer pour réaliser. Encore là, c'est pour définir ces objectifs-là, qui est notre groupe cible, quel est notre enjeu, que voulons-nous particulièrement changer, comment saurons-nous que nous réussissons, que ça commence à prendre forme, puis qu'on avance. Quand atteindrons-nous cet objectif? Vous voyez, c'est le qui, quoi, comment, quand, pourquoi. C'est simple, mais et on sait que c'est souvent avec des questions simples qu'on trouve des réponses claires. Et il faut clarifier nos objectifs pour notre programme commun. Puis encore là, on revient avec la même dynamique. Il faut que tous les groupes arrivent à la même impact. Moi, en tout cas, moi, je sais que dans les exercices que j'anime dans les planification stratégique communautaire, je me sers beaucoup du dessin pour voir si les gens, au-delà des mots, au-delà de ce qu'on a partagé, si on a la même image en tête. Parce qu'une image, ça vaut toujours 1000 mots. Et ça peut être une façon de provoquer une discussion dans la communauté sur le changement qu'on veut provoquer, d'amener le monde d'un même organisme ou de toutes les entités qui vont s'impliquer et dessiner ensemble, collectivement, une image.
Puis encore là, il faut que dans l'image, on retrouve tous les éléments, le but, les objectifs, les valeurs, les principes, les stratégies de changement. Les organismes devraient s'y retrouver aussi. Ça, c'est un exemple d'un exercice concret qui s'est passé. Mother Earth Environment au niveau de l'environnement. Et comme vous savez, la tortue, c'est la symbolique de la Terre. Et ils ont intégré tous les éléments qu'il fallait dans leur perspective et dans leur contexte pour vraiment améliorer leur communauté. Donc, ça peut être aussi un outil vraiment pratique, intéressant pour voir s'il y a encore là la même vision commune des choses. Il y a un programme à Hamilton qui s'appelle Aspiration. Faire d'Hamilton le meilleur endroit pour élever son enfant. Mais là, quand on parle de la problématique des enfants, ben, on a tendance à dire oh, ça concerne les familles, puis ça concerne les écoles. Puis il y en a d'autres qui vont dire ah tiens, ça concerne peut-être les centres communautaires qui ont des services de loisirs et tout ça. Puis vous voyez, eux autres, ils ont fait un schéma. Ils ont vraiment identifié tous les éléments clés qui ont un impact sur comment élever un enfant dans la communauté. Il faut travailler sur l'apprentissage, il faut que ça soit de qualité, puis il faut que ce soit aussi un apprentissage, une éducation auprès des parents. On parle des compétences par l'éducation. Les jeunes doivent, oui, l'éducation, les écoles, mais aussi les activités dans la communauté, puis les loisirs. On parle de développer des compétences ciblées. On parle de l'emploi. On veut que chaque citoyen, chaque citoyenne, au long de la trajectoire, se sentir utile dans la société, puis que puisse aussi se trouver un emploi dans son champ d'expertise. On parle aussi de création de richesse collective ou de construction des actifs de la personne. Puis eux autres, ils ont créé une table ronde d'Hamilton pour la réduction de la pauvreté et la lutte contre les causes profondes. Donc, pour avoir un meilleur endroit pour élever son enfant, puis on sait que c'est souvent dans des contextes là, où se vit une extrême pauvreté ou de la pauvreté que c'est vraiment un enjeu majeur. Il y a beaucoup d'enfants qui vont pas avoir le meilleur endroit pour cheminer comme personne. Donc là, les causes profondes de la réduction de la pauvreté dans cette communauté-là, ils ont dit hey, il faut un logement abordable, il faut que les gens mangent à leur faim. Il faut qu'il y ait une sécurité de revenus, de l'importance que les parents aient un emploi, mais aussi qu'éventuellement les enfants vont étudier puis vont pouvoir aussi avoir un emploi, de briser le cycle de la pauvreté des parents aux enfants et vice-versa. Le transport accessible, ça fait partie aussi de pouvoir accès à plein de services dans la communauté, puis de bâtir des quartiers sécuritaires. Puis là, ils ont dit, ben si notre table ronde pour la réduction de la pauvreté, on s'entend que la pauvreté chez nous, c'est les causes profondes sont ces éléments-là, comment on va travailler ensemble? Puis là, ils ont dit, ben, on va passer de la réduction à la prévention, on va traiter les causes profondes, donc les prendre l'une après l'autre, puis vraiment voir qui devrait être impliqué. On va travailler en collaboration entre tous les secteurs qui sont concernés dans tous ces aspects-là. On va abandonner le blâme. Tu sais, de dire, ah, c'est la faute d'un tel si on a tel problème dans notre communauté, c'est la faute d'un tel. On oublie ça. C'est la responsabilité de tout le monde de s'assurer que la communauté d'Hamilton, c'est le meilleur endroit au monde pour élever un enfant et on va lutter contre la pauvreté pour le créer, ce meilleur endroit au monde. Puis vous voyez, il y a des rôles de liaison, d'animation dans la communauté. Puis, ils ont même identifié les changements, où est-ce qu'il fallait que ça se passe dans les politiques publiques au niveau de la municipalité, au niveau provincial, dans les processus de comment on travaille ensemble, dans les structures qui sont impliquées, puis dans le transfert des connaissances pour que tout ce monde-là aussi puisse apprendre des uns des autres dans la dynamique. Ça, c'est un schéma mais qui a pris du temps à quand même. Imaginez, chaque mois a été pensé, le débat au niveau de l'enjeu a eu lieu plusieurs fois. Ils ont confirmé leur rêve collectif, puis ils ont confirmé dans leur plan commun plusieurs éléments. L'initiative communautaire de Magnolia Place, ça c'est à Los Angeles, donc vous voyez les autres c'est un arbre. La reproduction de l'arbre, il y a des racines qui sont vraiment dans la communauté. La communauté, on reproduit ça avec une carte, 35 000 enfants, 500 blocs, c'est 5 000 carrés et les éléments clés, vous voyez, pour avoir l'initiative communautaire de Magnolia Place, l'éducation, l'économie, tout ce qui est le milieu sécuritaire et la santé. Donc, ils ont confirmé une vision commune, ils ont confirmé la mission, puis la mise en place, c'est vraiment d'avoir un modèle de changement au niveau communautaire pour renforcer la résilience autant individuelle des individus dans la communauté de tous les âges que la résilience familiale et la résilience sociale. Puis,
ils ont dit, c'est pas juste la question des individus, c'est pas juste la question des organismes sociaux, c'est aussi la question du comté, de la ville, de la communauté, des organismes, pour vraiment se renforcer ensemble, pour travailler ensemble, pour créer des quartiers du voisinage où est-ce que on va se sentir en sécurité, où est-ce que les gens vont pouvoir se mobiliser puis travailler ensemble, puis vraiment travailler main dans la main pour que chaque personne soit responsable, que chaque personne dans la communauté vive bien et soit prospère. Donc, vous voyez vraiment, c'est court, c'est simple, mais encore là, c'est la théorie de changement qu'il y avait dans cette communauté-là. Au niveau de notre exemple, c'est le projet d'impact collectif pour une équité raciale en Alaska. Donc, ça a été porté par un organisme qui est Advancing Native Dialogues on Racial Equity, Andorre, qui, lui, a pensé à un grand projet pour l'ensemble de l'Alaska pour initier, encourager et promouvoir la tolérance. Puis, ils ont engagé plein de conversations dans la communauté d'Alaska au niveau de la race, au niveau du racisme, au niveau de l'équité raciale. Puis encore là, c'était pour qu'il y ait une compréhension commune, développer la tolérance, puis vraiment soutenir une croissance qui a vraiment un impact collectif pour une meilleure équité raciale en Alaska. Ils ont convaincu une grande fondation privée, la fondation Kellogg, qui a investi. Puis le projet visait à réinitialiser, à remodeler le dialogue sur la race, puis de faire avancer des solutions politiques en vue de l'équité raciale. Puis, il y a vraiment eu l'engagement dans la communauté. Vous voyez, ils ont eu des conversations communautaires avec une variété d'entités dans la communauté pour que les choses se passent. Une autre entité, c'est Arise Alaska, toujours en Alaska. Vous voyez encore là, par une image, ils ont pu illustrer une variété d'éléments. On n'a pas tout le détail, mais je crois que Tamara, on pourra leur demander j'imagine chaque 1, 2, 3, 4, 5 doit être associé à des actions, des stratégies, soit au niveau éducatif, soit au niveau social, émotif ou la culture. Puis, eux autres, c'est les partenaires, la RISE s'engage à soutenir, tout dans une logique, pas juste de courte durée, là, mais à long terme, le succès de chaque étudiant autochtone à Anchorage en Alaska. Et leur défi, c'était, ils veulent offrir aux enfants, que tous les enfants aient l'opportunité d'atteindre leur plein potentiel, car chaque succès individuel signifie une victoire collective. Puis on dit, si on n'aide pas chaque enfant, ça va toujours avoir un impact sur l'ensemble de notre collectivité. Et ils ont précisé des objectifs. On va aller plus loin. Quand on disait de vous donner des objectifs communs, les objectifs d'ARISE, ça visait vraiment l'autonomisation et l'éducation de tous les enfants autochtones de l'Alaska. Il faut que les enfants réussissent toute leur transition scolaire, donc du primaire au secondaire, tout ça, atteignent leur bien-être émotionnel, social et physique, prennent conscience de qui ils sont, leur héritage, leur culture. Souvent, on dit, ben, dans les communautés que bon, on ne fait pas de la place au patrimoine, à l'héritage, à la culture et autres, c'est vraiment, ça fait partie de qui ils sont, puis on dit, dans l'éducation, il faut vraiment que ça soit intégré. Donc, ils l'ont réintégré dans les objectifs d'ARISE. Puis, ils ont été plus loin. Pour chaque objectif, ils ont identifié des mesures de réussite, que ce soit au niveau scolaire. Vous vous rappelez, là, je pourrais peut-être retourner à notre schéma académique, social, culturel. Donc, on regarde les mesures de la réussite, il y en avait, ils se sont donné des indicateurs pour être capable d'évaluer l'évolution des choses. Donc, les étudiants autochtones de l'Est sont prêts pour la maternelle. Donc, ceux qui sont après la maternelle, ben, qui se passe de quoi dans la communauté en atteinte des objectifs qu'on a dit tout à l'heure pour que les jeunes soient prêts à leur première transition scolaire qui est entrée à la maternelle. Puis là, vous voyez, là, je ne les lirai pas toutes, mais ils se sont donné des mesures de réussite pour évaluer tout le long de parce que pas tous les jeunes qui arrivent à la maternelle en même temps. Donc, tout le long de leur initiative d'impact collectif, ils ont pu documenter, puis encore là, ajuster à tour de rôle, aux besoins. Donc, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique quand on parle des initiatives d'impact collectif. On va vous partager d'autres outils pratiques pour avoir un impact collectif ou améliorer vos résultats de collaboration avec différents groupes. Donc, pour évaluer le contexte de votre propre programme commun, bien là encore là, on a mis des éléments clés. L'enjeu, est-ce que tout le monde s'entend sur le même enjeu? Est-ce qu'on est capable de mobiliser, de galvaniser, d'engager des leaders d'une variété de secteurs d'activité pour vraiment travailler ensemble pour répondre à cet enjeu-là? Est-ce qu'on s'engage au niveau des données qu'on doit récolter?
puis les données, déterminer ce qui est nécessaire pour récolter, quel genre d'informations on doit récolter pour vraiment comprendre notre trajectoire, mais aussi comprendre l'impact de l'enjeu dans la communauté. Puis tout le long de notre trajectoire de développement de mise en œuvre et la mise en œuvre des différentes stratégies. Le contexte communautaire. Est-ce que la communauté est in? Est-ce qu'elle embarque? Est-ce que la communauté, on peut déterminer les opportunités aussi lors du programme commun pour influencer la communauté à plus à s'impliquer ou à faire partie de la solution. Le groupe central, le groupe de soutien, déterminer qui doit être impliqué dans le groupe central. Comme je le disais, certaines fois, c'est un collectif. Ça peut être un organisme qui assume ce rôle-là de groupe de soutien, de groupe central. Parfois, on crée un groupe à côté, mais encore là, oups, je viens de voir une petite note passer, donc OK. Et la mobilisation de la communauté. Il y a un outil que j'ai trouvé super intéressant parce qu'en développement économique communautaire, ça ressemble beaucoup au Canva d'affaires. Donc encore là, au lieu de faire le dessin, ça peut être une façon sur une page où est-ce qu'on s'écrit une synthèse, ça vient de la Fondation Kellogg, où est-ce qu'on commence déjà au cœur de l'image. Hein? C'est pas, on n'écrit pas tout le tour, on commence pas par ce qu'on va faire, donc les stratégies, on commence c'est quoi notre lecture du problème, de l'enjeu ou de l'opportunité à collaborer ensemble. Après ça, quand on a rempli le miroir, on va tout de suite, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de la communauté par rapport à cette problématique-là ou cet enjeu-là? Puis là, on va à la droite, puis ça suit, je ne rentrerai pas dans toute la théorie, mais un Canva comme ça, c'est qu'on suit réellement comment notre cerveau fonctionne. Elle vient vous intéresser, Business Canva, Canva d'affaires, il y a beaucoup d'explications sur pourquoi un schéma comme ça nous amène en partant du cœur et après ça, on va vers la droite, vers la gauche et on monte vers le haut. Donc, les résultats visés, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ça va être quoi nos stratégies? L'impact de notre travail, les facteurs influents. Et là, on monte. Si on a cette problématique-là, puis ça répond à des vrais besoins de la communauté, puis qu'on sait qu'à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme, on vise tel résultat, puis qu'il y a des choses qui doivent se passer, qui ont une influence sur cette problématique-là, puis on les a identifiées, on ne joue pas à l'autruche. Là, on concrétise nos stratégies qu'on va faire, puis nos hypothèses qu'on va atteindre au niveau de l'impact collectif. Ça, c'est vraiment un outil pour développer notre théorie de changement, puis on le fait de façon collective. Et on arrive à la section questions-réponses, mais je vous propose de tout de suite aller à la Fondation Trillium de l'Ontario. Ils vont vous parler un peu, puis on prendra les questions après parce que je pense que Naoulo devra partir. Puis vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat parce que Devin et Marc peuvent les regarder. Donc Naoulo, je crois que tu es en ligne. Oui, salut Ethel, ça va bien? Ça va bien, toi? Super, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Juste une petite correction, donc je vais être disponible pour répondre à des questions si jamais vous avez des questions par rapport au processus ou à comment on gère l'impact collectif ici à la Fondation. On voulait juste vous donner de l'information préliminaire. Donc la Fondation Trillium de l'Ontario est la fondation subventionnaire la plus importante au Canada. En 2013, la Fondation a fêté son 30e anniversaire en tant qu'organisme subventionnaire. Alors, chaque année, ce sont plus de 1000 organisations communautaires en Ontario qui bénéficient de notre soutien financier pour des projets qui favorisent des communautés saines et dynamiques. C'est environ 110 millions de dollars par année que nous investissons pour soutenir des projets visant à améliorer la situation financière des populations, leur niveau d'activité physique ou leur connexion à la communauté. Nous investissons aussi dans des projets dédiés à la jeunesse, aux activités artistiques et à la protection de l'environnement. La Fondation Trillium de l'Ontario est une agence non partisane du gouvernement de l'Ontario. Alors, nous ne réalisons pas de projets nous-mêmes. Notre rôle est principalement de participer à l'amélioration de la société grâce à nos investissements dans les initiatives communautaires ici en Ontario. Alors, Marc, est-ce qu'on peut passer à la... OK, super. Donc, nous nous sommes en fait lancés dans l'impact collectif afin de répondre à un besoin des organisations qui travaillent dans l'impact collectif. Donc ces organisations-là ont besoin de ressources financières et on voulait en fait supporter leurs efforts collaboratifs. En organisant des webinaires et des sessions d'information sur l'impact collectif, on espère pouvoir outiller les organismes communautaires et développer leurs compétences afin de favoriser des histoires de succès ici en Ontario et finalement résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux qui perdurent depuis trop longtemps. Alors Marc, je vais passer à la prochaine diapo s'il vous plaît. C'est fait. Si vous voulez en apprendre plus, ou si vous avez besoin de ressources financières, vous pouvez aller en ligne sur notre site web, vous pouvez contacter votre gestionnaire de programme local
ou vous pouvez me contacter moi-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vais juste dire merci à Ethel, merci à vous tous qui êtes en ligne pour votre temps, et merci à Marc aussi pour avoir facilité cette session. Merci, Naolo. Et juste pour que tu nous rappelles, tu te rappelles quand il y a eu les journées entières où est-ce qu'on a présenté, vous aviez présenté rapidement que la Fondation pouvait non pas juste financer le grand programme commun d'initiative d'impact collectif, mais vous êtes aussi là très tôt dans la démarche quand les gens se posent des questions, si c'est pour eux, si c'est pour leur communauté. Peux-tu nous en parler, puis comment ça fonctionne, ces 3 étapes-là ou ces 2 étapes-là, pour avoir votre appui? Oui, mais en fait, le processus est très simple. Si vous avez un projet en tête et que vous pensez que c'est un bon projet d'impact collectif ou que vous êtes déjà en train de travailler sur un projet qui ressemble à l'impact collectif, si vous êtes déjà en contact avec un gestionnaire de programme, vous avez juste à en parler au gestionnaire de programme et il va vous faire entrer dans le processus. Sinon, vous me contactez moi directement. Donc vous avez le numéro de téléphone là juste en face de vous dans la slide. Vous pouvez contacter notre support, notre contact de, comment on dit ça déjà, support center. Vous pouvez les contacter directement et ils vont vous faire parler à moi directement. À partir de là, je serai en mesure de vous faire parler avec les bonnes ressources. Et si votre projet est intéressant, on va pouvoir vous donner toute l'information nécessaire pour appliquer. Puis il y a une possibilité d'avoir un peu de sous au tout début, donc quand on parlait de ressources adéquates pour mobiliser des gens puis développer notre théorie de changement, la Fondation peut jouer aussi un rôle à ce niveau-là, puis les détails sont sur le site où ils pourront les avoir en te parlant directement. Oui, exactement. Donc ils ont vraiment juste à nous contacter et c'est pas si compliqué que ça. Contactez-nous et on va être en mesure de vous aider. Excellent. Puis Marc m'a écrit est-ce qu'il y a des questions, Marc ou Devin, que vous avez vues en ligne, que vous aimeriez soulever pour Naolo ou moi? Pas en ligne, mais moi, j'ai quelques questions que j'aimerais te demander si c'est possible, si on a le temps. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, il nous reste 1 minute. OK. Mais on peut dépasser un peu. Disons, c'est juste une question. Si on découvre que notre enjeu semble incorporer plus qu'on a envisionné dès le début, ou c'est plus complexe. Par exemple, on découvre que c'est une cause nationale ou internationale, on a d'intérêt national ou international, etc. Et on a déjà commencé nos activités. Est-ce qu'on devrait essayer de redéfinir notre définition, etc., ou est-ce qu'on devrait juste continuer puis peut-être voir comment ça va évoluer? Est-ce que tu pourrais parler? Oui, Marc, merci pour la question, parce qu'à quelque part, quand je vous disais, là, les données qu'on récolte, c'est pas juste des données qu'on reçoit par des sondages puis des évaluations, tout ça. Ça peut être quand on se rend compte que, oups, notre enjeu, on n'a peut-être pas été assez clair au tout début, puis il faudrait le clarifier davantage. Quand je disais ajuster notre tir, ça se peut très bien qu'on remette en question certaines parties de notre programme commun ou qu'on prenne le temps de définir davantage notre enjeu ou qu'on rajoute certains éléments parce que dans la démarche, dans les conversations, dans l'élaboration de stratégies, on se rend compte que il y a des choses qu'on n'a pas pensées. Vraiment, là, il faut être ouvert et flexible à modifier beaucoup de choses dans notre... c'est sûr que si on disait notre enjeu, c'est la pauvreté, des jeunes dans tel quartier, puis qu'on veut mobiliser une variété de gens qui sont concernés, comme les exemples que je vous donnais, bien, c'est sûr que notre enjeu, ça ne pourra pas être l'environnement durable, puis la protection des forêts. Là, ça ne sera jamais aussi loin que ça, mais ça veut peut-être dire qu'en travaillant sur la pauvreté, par exemple, on va découvrir que, oups, on avait pensé que le transport est important, que le logement est important, on a pensé à l'alimentation, puis d'un coup, oups, on se rend compte qu'il y a un autre facteur important, puis ça nous permet de définir davantage notre enjeu, mais il faut le faire, ça. On ne peut pas dire, ah, notre programme est tout défini, on va juste le faire tel quel. C'est pas ça la logique. Pour avoir l'impact souhaité puis répondre à l'enjeu, si cet enjeu-là se précise en cours de route, il faut l'écrire, il faut qu'on s'entende. Par consensus, il faut prendre une décision collective de ces changements-là de parcours. Puis la flexibilité se fait tout le long de la démarche, même à définir plusieurs autres éléments. Puis, je ne sais pas si Naolo, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être que je rajouterais juste que c'est important aussi de rester ouvert à
amener d'autres partenaires qui peuvent vous aider justement si vous trouvez que votre enjeu a évolué au fil du temps. Donc, restez ouvert à aller chercher d'autres partenaires qui vont pouvoir mieux vous aider à adresser ce problème-là. Et nous, au niveau de la fondation, au niveau du processus, on est totalement ouvert à ce niveau-là si vous rajoutez des partenaires. Puis l'exemple que j'avais donné sur Chicago, dans la rencontre en personne, à un moment donné, il s'était rendu compte que pour adresser la problématique, il fallait impliquer les collèges et les universités pour vraiment enseigner des compétences, surtout les collèges, les compétences pour les emplois disponibles, mais c'était pas un acteur qui était là au début. Donc oui, Naolo, c'est vraiment, encore là, la flexibilité va jusque-là. On se rend compte qu'il nous manque du monde autour de la table pour aller plus loin dans la mise en œuvre de nos stratégies puis l'atteinte du changement qu'on veut provoquer. Bon, on va les chercher. C'est pas une question de « Ah, ils font pas partie de la gang parce qu'ils n'ont pas été impliqués depuis 1 an et demi ». Si à ce moment-là, il faut les impliquer, s'il faut les impliquer à ce moment-là, et ils restent impliqués le temps nécessaire pour provoquer le changement souhaité. Merci pour ton exemple, Naolo. Marc, est-ce que tu avais une autre question? Oui, j'ai une question. Donc, juste pour faire un bref sommaire, c'est qu'il faut garder la décision de l'enjeu du cause assez générale, puis après, lors du trajet, on devient de plus en plus spécifique, n'est-ce pas? Oui puis non, Marc, parce que dès le départ, quand on dit que c'est une condition préalable d'avoir la même connaissance et la même analyse de l'enjeu, il faut quand même être assez clair au début. Sinon, qui on va mobiliser? Qui va s'associer pour vraiment répondre à travailler ensemble, collaborer autrement pour surmonter les défis puis les problématiques autour de cet enjeu-là, puis vraiment s'engager à long terme. Donc, si c'est trop flou au début, vous allez avoir super de la misère à mobiliser des gens. Donc, il faut quand même que ça soit bien défini. Mais si en cours de route, on se rend compte qu'il manque des gens à la table, qu'il manque des stratégies ou qu'il y a un élément clé dans cet enjeu-là qui manquait, on le rajoute, mais ça ne change pas le fondement de l'enjeu ou des enjeux sur lesquels on a choisi de travailler habituellement. Puis si ce n'est pas assez clair en partant, puis n'oubliez pas, c'est dans les 3 conditions préalables, bien, le reste, ça risque de traîner, ça risque de pas être clair pourquoi je serais à la table pour jouer quel rôle, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Tout ce que j'ai dit là dans les conditions préalables et les conditions essentielles, ça va prendre du temps, comme les jeunes diraient, à ce que ça gel, et à ce que ça fasse du sens, puis que ça démarre vraiment la trajectoire que les gens choisissent de travailler. Donc, il faut quand même que ça soit assez clair dès le départ, parce que quand on dit on a une même analyse de l'enjeu, il faut l'avoir débattu, il faut l'avoir discuté, il faut l'avoir précisé, il faut être capable de l'écrire. Puis les exemples qu'on vous a montrés, c'est on n'écrit pas 15 pages. Là. Vous avez vu que dans la formulation de l'enjeu, c'était 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, et on peut toujours l'améliorer, puis le bonifier ou le préciser davantage dans la démarche. Ça répond-tu, Marc? Oui, ça c'est mieux. Merci, c'est bien, merci. Donc, j'ai 3 questions, mais peut-être que je vais les demander, puis si tu peux répondre seulement à une, puis on va mettre les 2 autres avec vos réponses dans le courriel qu'on va envoyer, d'accord? OK. OK, donc, quand est-ce qu'on devrait démarrer les évaluations pour démontrer que nos activités créent un impact? Bien, moi, dans tout ce que j'ai lu, puis les expériences que j'ai vécues, c'est même dès le départ, avant même qu'on mette en œuvre les stratégies, dès le départ, quand on commence à confirmer comment on va travailler ensemble, on s'entend sur la façon qu'on va évaluer, puis quel genre de données. Et ça peut être aussi de documenter la nouvelle collaboration qui prend forme entre nous. C'est pas juste les stratégies, puis les résultats visés, tout ça. On peut documenter très tôt la nouvelle dynamique qu'on met en place et tout ça. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus tard, mais normalement, imaginez, là, on part du mauvais pied, on est parti avec nos vieilles habitudes, on commence à documenter, puis à un moment donné, on a une évaluation de comment on travaille ensemble, puis on se rend compte qu'on est loin des principes, puis des valeurs, puis qu'on est loin de se donner un programme commun, puis on n'est pas clair sur les objectifs. Mais si on n'a pas trouvé une façon d'aller chercher ces informations-là très, très tôt dans notre démarche, on ne se donne pas la chance d'améliorer notre forme de collaboration. Puis le groupe, il risque, excusez-moi la bonne expression franco-ontarienne, il va péter aux frettes, il ne tiendra pas la route, ça va s'éclater parce que les gens n'ont pas l'habitude de collaborer de cette façon-là. Donc oui, documenter, c'est pas juste sur les résultats puis l'avancée des stratégies. On peut trouver des façons de documenter même la façon qu'on mobilise les gens, qu'on crée notre groupe, qu'on confirme notre enjeu commun dès le départ. Puis encore là, on va peut-être se rendre compte que si on trouve une façon de documenter ça, puis qu'on clarifie, exemple, on évalue notre façon de collaborer, la tenue de nos réunions, la clarté des objectifs, puis tout d'un coup, on a la moitié du groupe qui ont pas compris ce qui se passe.
ben on va pas trop vite, on arrête pendant un bout de temps, on prend le temps de clarifier, on a les conversations qu'il faut pour mettre les points CG et bases CT, puis que après ça, on continue la démarche. Donc, la documentation, c'est, oui, pour les résultats, les stratégies, les avancées, mais c'est aussi précédent ça, dès le départ de notre démarche. Et il y avait une dame dans une des initiatives, une des, puis Naolo, je pense que c'était là, elle nous expliquait, c'était à Sudbury, elle nous expliquait comment ils ont passé 1 an à définir dans la communauté qui devrait être à la table, leur lecture de l'enjeu et tout ça. Puis même dans ce temps-là, pourquoi ça a pris du temps, c'est qu'ils ont dit, ça a pris du temps, il a fallu évaluer, puis documenter, parce qu'on ne se rendait pas compte pourquoi on faisait du surplace. Puis en documentant, on s'est rendu compte que soit qu'il y avait une mauvaise compréhension de l'enjeu, on n'était pas clair sur les objectifs, il nous manquait du monde à la table pour aller plus loin dans notre conversation. Puis le fait de se donner des mécanismes pour évaluer, donner des données probables dès le départ, bien, ils ont pu ajuster le tir. Puis quand ils ont clarifié tout ça, le projet s'est enclenché. Puis ils ont fait une demande de, je pense, un premier 20 000 à Tamarack pour vraiment définir le projet. Puis là, ils ont soumis ils sont en voie de soumettre leur grand projet. Ça, c'est un gros projet à Sudbury. Puis elle nous a dit, pendant 1 an, à cause qu'ils ont documenté, ils ont pu mettre le doigt sur le bobo de pourquoi ça levait pas. Il y avait des choses encore à clarifier, puis il manquait du monde à la table. C'est bon? Oui, non, ça c'est parfait, merci. Alors, oui, ça explique très bien. Puis, c'est un peu la deuxième question, si tu trouves qu'on a le temps, et peut-être, c'est que, est-ce qu'il y a des meilleures pratiques pour évaluer nos activités ou est-ce que c'est vraiment maintenant qu'on demande ça, ou est-ce qu'il y a des sessions où on va parler plus de l'évaluation, par exemple, comme nombre de personnes? La prochaine webinaire, Marc, c'est sur les mesures communes et les avancées vers les résultats. Donc, on va explorer cet aspect-là. Ça a lieu le 23 août, là c'est marqué 13h, mais le midi à 13h, même chose. Puis la dernière, on va se concentrer sur la structure de soutien, là, que des fois on appelle la structure centrale ou la structure de coordination, mais c'est vraiment quel va être le mécanisme qu'on va mettre en place pour nous aider à alimenter, faciliter, animer cette collaboration-là nouvelle qu'on a entre nous, encore là pour atteindre l'impact collectif souhaité. Donc, il y a ces 2 webinaires-là, mais le prochain, on va vraiment parler de ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus que Tamarack organise une journée le 28 juillet à Calgary. Il y a des subventions, penser différemment et changer la donne. Et que le 26 au 30 septembre, à Toronto, il y a aussi Community Change Institute avec Tamarack, qui va aussi organiser une variété. Et je ne sais pas si vous connaissez les noms, mais en tout cas, Francis Wesley, tout ça, c'est du monde qui sont vraiment des leaders dans le domaine et qui ont travaillé beaucoup sur la résilience des communautés, sur comment travailler, collaborer différemment pour aller plus loin, pour avoir l'impact souhaité dans nos communautés. Puis, il va y avoir une variété de pratiques qui vont être échangées. Mais le prochain webinaire va être là-dessus. Puis, il ne faut pas oublier, je pense que j'ai posé la question à Devin et toi, Marc, puis sur le site, on peut s'inscrire au prochain webinaire, on peut même en faire la promotion, mais on me disait tout à l'heure, Heather, Devin puis Marc, que les autres webinaires, les diapositives et les autres ressources, parce qu'il y a des ressources qui sont en train de se développer aussi en français, il y en a plusieurs qui ont été développées pour les différentes formations, sont déjà disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à visiter le site de Tamarack. Parfait, merci. Dernière question, est-ce qu'on devrait partir, puis on pourrait mettre dans le courriel? Excellent. Mais merci beaucoup, Devin, Marc, Naolo, pour votre support. Puis, je vois pas les noms de qui sont là, mais n'hésitez pas, si vous me voyez dans la communauté, vous pouvez toujours me poser la question. Puis, comme Marc va faire comme toujours, il va m'envoyer un courriel avec la question, je vais lui envoyer des éléments de réponse. À ce moment-là, il va envoyer tous les liens, comme tu as dit, et puis les diapositives et tout ça. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment fière, moi, que de plus en plus de francophones se posent la question, puis décident d'entreprendre, d'agir ou de collaborer autrement pour avoir de l'impact dans l'ensemble de notre société. Donc, puis merci à la Fondation Trium pour y croire puis être là avec nous là-dedans. Puis Marc, je te laisse le mot de la fin. Merci, Ethel. Puis juste une dernière petite commentaire qui vient de Denise Lemire. Elle nous dit « Continuez à faire ces sessions. Ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure, très intéressant. » Donc, merci Denise, ça nous encourage vraiment. Merci. Ah, exactement. Puis finalement, merci, un grand merci à Ethel d'avoir partagé vos réflexions et perspectives avec nous aujourd'hui. Et merci à tous nos participants en ligne ainsi que vos commentaires et questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email direct
Mon adresse, c'est marc, M-A-R-C, arrobas, tamaraccommunity.ca. Donc, c'est marc, M-A-R-C, arrobas, T-A-M-A-R-A-C-K, C-O-M-M-U-N-I-T-Y.ca. Puis, on pourra mettre les questions directement dans le courriel qu'on va envoyer après. On va envoyer ça dans la prochaine semaine avec le lien à l'audio. Puis, il y aura aussi le PowerPoint qui va être inclus. Puis, autre ressources et outils que Ethel a mentionné, soit qu'Ethel a mentionné ou qu'on trouve qui seraient des bons outils, des bonnes ressources à ajouter, on va les mettre dans l'email. Comme Ethel a dit, il y a plusieurs opportunités de continuer l'apprentissage avec nous dans nos webinaires. Il y aura un lien dans l'email. Puis aussi, soyez sûr de venir à notre Community Change Institute, CCI, le 26 au 30 septembre à Toronto. Puis, on est rendu finalement à la fin. J'aimerais remercier Naulo, à Devin, à Ethel, et j'espère qu'on va vous voir, ou on va vous entendre, ou même vous voir sur l'écran le 23 août. On a notre prochain webinaire, puis bonne journée.